entendu parler de manuscrit de Tombouctou. Je vous assure, ça ne me disait rien jusqu'au jour où j'essaie de regarder là-dedans et que j'assiste à une conférence là-dessus. Voilà un patrimoine que les Africains ont détruit. Ce sont appareils de ce patrimoine. Et il y en a qui ont confisqué ce patrimoine. Profitant, n'est-ce pas, du conflit ou alors des perturbations, comment vous appelez, des émeutes et autres, il y en a qui sont appropriés ce beau patrimoine qui date des années 1800 et qui renferme une documentation encore pertinente jusqu'aujourd'hui. Les grands marabouts transcrivaient tout leur savoir sur ces manuscrits. On a essayé de faire un état de lieu. On s'est rendu compte que c'est quelque chose qui pourrait même contribuer au développement du Mali. Les manuscrits de Congo, mais qui ont été saccagés par les Africains. Récemment, encore, le mouvement djihadiste a détruit le monument classé patrimoine de l'UNESCO. Vous avez vu la douleur, comment ça s'est propagé dans le monde. Tout le monde avait un pincement. Des monuments qui dataient des années 18, juste pour vous montrer que l'impact des conflits. Aujourd'hui, on essaie de reconstituer ces patrimoines. J'ai vu des institutions, des universités européennes financer à coût de milliards la reconstitution de ce patrimoine, simplement parce que l'information que regorge ces manuscrits continue d'être d'actualité. Ça fait l'objet même des travaux scientifiques. Qui perd cela? C'est nous. Quelle est notre responsabilité donc face à cela? C'est pour ça qu'il a bien rappelé. On en parle aujourd'hui, mais nous aussi nous sommes fautifs. Nous sommes fautifs. Comment accompagner les populations dans cette démarche de préservation? Et je ne savais pas qu'en Cameroun, il y avait des manuscrits. J'ai essayé d'explorer. Les Bamoun ont des manuscrits. Et un gros financement américain a numérisé tous ces manuscrits. Ça profite à qui selon nous? Voilà une richesse qui sert aux autres et non à nous. Donc, bref, pour dire le conflit, c'est vrai, on s'est approché sur le conflit pour donner une orientation à la thématique, mais en réalité, il y a un problème. Le problème central, c'est le problème de la préservation et de la conservation. C'est le problème central. Personne ici n'est modèle. Ça, il ne faut pas qu'on se mette. Vous allez appliquer toutes les normes de description. Ça s'arrête là. Il a parlé des normes tout à l'heure. Moi, j'ai essayé de rechercher s'il y a une norme concernant la préservation et la conservation. Ça n'existe presque pas. Encore que même ce que nous utilisons dans le cadre de la description, c'est des choses empruntées. Il faut contextualiser. Nous, ce qu'on a fait, c'est prendre les aides des Français. Eux qui se sont appuyés sur ISO pour créer la leur. Donc voilà le challenge que nous avons. L'Afrique a énormément perdu à cause des conflits. Énormément perdu. Une fois je suivais une émission à la télé, une dame qui a reçu un financement du GUT, qui a réussi à retracer un pan de l'histoire, n'est-ce pas, de ce qu'on appelle du village camerounais,
La dame a vécu pendant, une dame allemande qui a vécu pendant des années au Cameroun et qui s'est constituée sa propre collection. Elle en a fait tout un documentaire. Voilà quelque chose qui a une portée pour les générations futures, mais qui a été conçu par d'autres personnes. Parce que nous, on n'a pas cet héritage-là. On n'a pas cet héritage. Donc, on passe à côté de nos missions. On passe à côté de nos missions. Alors, l'objectif ici, c'est vraiment de sensibiliser tous les professionnels de l'information pour que ces questions de préservation et de conservation, n'est-ce pas, soient traitées de la même manière. Il y a eu un très gros combat dans le domaine de l'archivistique. Aujourd'hui, de plus en plus, les organisations comprennent les enjeux de l'archivage. On doit aller au-delà. On doit aller au-delà. Et aller au-delà, c'est nous interpeller, que chacun de nous, n'est-ce pas, prenne ses responsabilités. C'est pour ça, peut-être demain, là, on va tous faire des propositions. Le représentant de l'UNESCO a dit en 2018, il y a eu une conférence au Sénégal avec une thématique similaire. Et puis, les recommandations ont été arrêtées, peuvent servir. On ne doit pas s'arrêter à ces recommandations. Il faut aller plus loin. Je souhaite vraiment que chacun de nous s'interroge. On est tous dans une structure documentaire. Si on décide de visiter chaque magasin de stockage, un seul cache-nez ne suffira pas pour parcourir ne serait-ce que la moitié du magasin. Donc, voilà, c'est un peu ça. Bien, on va rentrer dans la seconde thématique. Sauf si quelqu'un d'autre a une question. Oui. Étant donné que nous avons des différences, est-ce que nous pouvons vivre sans conflit? Alors, si tel est le cas, est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens de préservation, de conservation, de patrimoine documentaire en dehors de la paix? Alors, vous faites très bien de relever le fait qu'il y ait une dualité entre la paix et puis le conflit. C'est difficile de nos jours de dire que du moment où nous avons défini le conflit comme étant un état d'opposition, et vous voyez que avec des ramifications dans tous les domaines de la vie, il est vraiment difficile d'avoir un état de conflit zéro. Alors, à partir de ce moment, c'est vrai, et votre question là elle est pertinente, comment est-ce que nous pouvons réussir à nous organiser de telle sorte que, d'abord, il faut éloigner de nous le type de conflit qui puisse permettre à ce que le patrimoine documentaire soit affecté. Ça, c'est le conflit armé. Et ça, nous en sommes capables. Nous en sommes capables, puisque généralement, ce sont des conflits entre nous-mêmes. Nous combattons entre nous-mêmes. Mais de nos jours, pour laisser ce côté, que nous soyons dans un état de conflit, il y a quand même, tout de même des mécanismes. Le problème, c'est que dans notre zone Afrique et Afrique centrale, nous nous sommes contentés d'avoir un bâtiment juste construit et avoir, comme j'ai l'habitude de dire, moi, je me suis refusé de me présenter dans une autre vie parce que celle-là peut me trahir. Alors, moi j'ai beaucoup plus de papier, je vais partir de là. Et je vais vous dire, quand je prends un jour service, on me dit, bon, il faut venir enlever le papier, oh non, les bureaux sont saturés, oh ceci. Tout le monde veut que vous veniez enlever les documents, les ceci. J'ai dit, ok, c'est normal. Parce que entre lui, celui qui est là, bref, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Je vous dis tout simplement, parce qu'on n'a pas les textes, ils n'ont pas lu les textes, moi je connais les textes. Vous voyez, vous êtes parfois le seul à connaître comment est-ce que vous pouvez gérer votre papier, parce que quand on vous le donne, c'est un transfert de responsabilité. Alors je vous dis, c'est bien.
Si c'était un comptable à ma place, qu'est-ce qu'on lui aurait donné? De l'argent. On ne peut pas donner de l'argent à un comptable sans compter. Sans dire qu'il y a tel nombre de coupures de 1000 francs, de 10 000, de 5 000, de 2 000 francs. On va faire un état des lieux. Donc c'était intéressant. Et quand on l'a fait avec vous, vous pouvez donc recevoir ce transfert de responsabilité en douce. Vous savez ce que vous gérez. Donc vous voyez que nous devons avoir la maîtrise de notre patrimoine documentaire. Alors, de nos jours, les supports sont diversifiés. Nous avons le support matériel et nous avons le support électronique. Mais avec l'avantage que pour certains, non, revenons sur le cas de l'argent. Revenons sur le cas de l'argent. Moi, j'aime bien expliquer avec l'argent parce que là, on comprend vite. Même quand je m'arrête avec les étudiants, je prends toujours avec l'argent. S'il y a un conflit entre deux comptables, disons-le comme ça, ou bien un comptable et puis un responsable, un dirigeant sur l'argent, la première des choses qu'on fait, c'est de sécuriser l'argent. Et qu'est-ce qu'on fait? On met l'argent dans un coffre-fort qu'on va sceller, et un coffre-fort, vous savez que le coffre-fort ne prend pas feu. Il ne prend pas feu. Donc, nous avons déjà même dans notre fonctionnement de tous les jours un ensemble d'éléments qui nous permettent de préserver et de conserver notre patrimoine de telle sorte qu'en cas de conflit, il puisse être sécurisé. Bon, j'aime toujours éviter ma vie professionnelle parce qu'elle ne devrait pas apparaître sur le plan public. Ce qui est intéressant de savoir dans ce cas-là, c'est que nos outils que nous avons, que ce soit en bibliothèque, que ce soit en archivistique, que ce soit en musée, quand vous avez ce qu'on appelle les vital records, est-ce que vous allez conserver un vital records comme vous conservez un communiqué d'un jour? Vous le conservez comme si c'était votre trophée que vous avez gagné, donc vous le mettez dans des armoires ignifuges, de telle sorte que ce soit en cas d'intempérie, en cas d'incident, en cas de conflit, que ce patrimoine-là puisse être préservé. D'abord, et c'est à ce moment que ça commence au niveau de l'action des acteurs. C'est pour ça qu'on parle de la démocratie. Donc, la démocratie ici est perçue sous le prisme de la gouvernance documentaire. Alors, prenons le cas du Cameroun. Est-ce que quand on a exigé aux administrations d'avoir un service de la documentation et des archives, on leur a donné des exigences sur les bâtiments à construire? Mais allez voir dans quelle salle on conserve. Parfois vous avez des conduites d'eau qui passent là, parce que ce sont des égouts parfois. Donc, tout dit qu'à partir du moment où on ne commence pas à prendre conscience, on ne commence pas à définir des politiques qui vont nous permettre de préserver, il est bien entendu perçu que s'il y a conflit, il y aura incident. Mais alors que s'il y a conflit et que nous avons entouré notre patrimoine documentaire de tous les éléments, à partir des éléments, que ce soit politiques, sociaux, professionnels, vous voyez que notre patrimoine, nous pouvons beaucoup plus gagner. Je mets quiconque au défi de dire que si c'est vrai qu'on arrive à voler chez les blancs, mais quand vous arrivez et que vous voyez, quand on va construire un bâtiment d'archives, vous allez toujours voir, on va dire qu'il y a un PSU, un programme de sécurité d'urgence, qui ne s'arrête pas là, qui va jusqu'au suivi, c'est-à-dire avec des tests. Un jour comme ça, moi j'ai effectué un stage aux Archives nationales de France. Alors pendant que vous êtes en train de faire votre stage, on déclenche une alarme. Ah, vous êtes sûr qu'il y a du feu quelque part, vous voyez même de la fumée. Mais on est en train de simuler, parce que vous êtes stagiaire, on est en train de simuler un incendie pour que vous puissiez voir comment est-ce que on va prendre en charge et on va préserver le patrimoine documentaire. Pour dire que construire même le bâtiment, comme nous voyons chez nous, vous voyez pour construire un bâtiment, on dit salle de réunion, mais si demain vous ne venez pas remettre la peinture et que je suis passé avec mes doigts dessus, je peux venir vous dire que ce bâtiment-là n'aura plus la même visibilité
activités qu'il avait il y a peut-être 10 ans. Donc derrière même nos politiques, il y a un suivi de cette politique qu'il faille mettre en œuvre. Donc je pense que, pour me résumer, paix et conflit vont ensemble et il est même possible de préserver notre patrimoine même en période de conflit. De faire le maximum, c'est ce que je voudrais dire, même si on ne peut pas enlever le risque que pendant un conflit quelque chose soit perdu. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Alors, je vais peut-être contribuer à partir d'un exemple. Moi, j'ai vécu quand même des agitations quand j'étais jeune étudiant à l'université. Et il y a un bâtiment à l'université qu'on appelle le centre de calcul. On pouvait tout casser à l'université, sauf ce bâtiment. Si vous, même l'agitateur qui s'amusait seulement à pointer son regard vers ce centre, se faisait molester par les autres. C'est pour dire que même dans ce climat conflictuel, il y a quand même des symboles. Et ça me permet donc de rejoindre, enfin, de répondre aussi, de contribuer en disant que le conflit et la paix vont ensemble. Et tout va dépendre de la construction sociologique de la société, des valeurs de la société et du niveau de sensibilisation des populations. Très souvent, quand on est dans ces élans de destruction, on pense que c'est détruire l'édifice le plus grand qui montre l'impact du conflit. Ou alors, qui présage une grande victoire. Non. Oui, la démocratie, c'est. Moi, je dis toujours, oui, la démocratie. Mais sauf que dans cette démocratie, il faut construire un référentiel de valeurs, une échelle de valeurs pour les sociétés. De telle sorte que quand un conflit arrive, que chacun comprenne ici, ça c'est un héritage qui devra servir même à mes enfants et à mes petits-enfants. Pas question de toucher. Ça aussi c'est notre devoir. Ça fait partie de notre responsabilité. Le patrimoine documentaire fait partie également du bien culturel. Vous avez vu qu'il y a des monuments qui ont des budgets pour l'entretien de façon annuelle. Un budget pour un bâtiment colonial, un monument. Mais est-ce que le même budget existe pour votre fonds documentaire? Non. Donc c'est un peu ce que on peut y arriver, on peut détruire sans toutefois toucher les symboles de la société. Tout dépend donc de la sensibilisation. J'ai une question en ce qui concerne la paix et le conflit. Alors, moi je voudrais savoir, est-ce que pendant ces conflits, parlant de la protection du patrimoine documentaire, est-ce que pendant les conflits, est-ce que ce ne sont pas la destruction, c'est pas une destruction orientée? La question que je me pose quand j'ai vu ce thème, c'est est-ce que c'est pas vraiment orienté? C'est-à-dire quoi? Lors de cette destruction, on ne va pas dire qu'on les brûle totalement. Je pense que c'est une sorte une façon de distraire le patrimoine documentaire. Et quand ces incitateurs, comment dirais-je, quand ces destructeurs le font, c'est orienté, moi je le pense. Parce que je pense que c'est parce qu'on retrouve nos fonds documentaires un peu partout dans le monde, orientés par les incitateurs.
Et la question que je dois poser, est-ce que ce n'est pas une manière pour eux de continuer d'exercer leur hégémonie sur nous? Parce que cette destruction, c'est l'histoire de toute une génération. La génération future n'aura plus d'histoire. Elle ne va pas connaître l'histoire du passé. Or, le développement durable est fondé sur la génération non seulement présente, mais passée. Donc, à ce niveau, moi j'évite toujours d'aller chercher des exemples hors de l'Afrique centrale. Et je prends l'Afrique centrale. Et comme le Cameroun, c'est l'Afrique en miniature, je prends toujours l'exemple de chez nous. Et je vais prendre plutôt l'exemple de notre crise anglophone. Qui peut un peu représenter ce que vous êtes en train de dire. On a très bien vu depuis 2016 que les attaques des sécessionnistes ou alors de ceux qui sont de l'autre côté montrent très bien que lorsqu'ils vous attaquent, c'est soit pour brûler un hôpital, c'est ce que je disais ici aujourd'hui, c'est soit pour brûler une école, c'est soit pour brûler une administration comme la CDC, c'est soit pour brûler une sous-préfecture, ou pour brûler une chefferie. Et ce que je disais, c'est pour ça que je ne suis pas rentré dans les détails, c'est que ces actions-là, ce n'est pas seulement brûler le bâtiment souvent. Parfois, vous avez brûlé un registre des naissances des enfants, c'est le patrimoine documentaire qui s'en va. Les exemples, on peut les prendre comme ça. À partir de celui-là, on peut en prendre d'autres. Mais les solutions, comme vous le disiez tantôt, il y en a. Et dans le cadre de la crise anglophone, on ne ferait pas un procès au gouvernement. Personne de nous ici ne fait la politique. Mais tout le monde sait qu'il y a des centres de désarmement, je ne sais pas comment on les appelle. Donc, c'est déjà une solution politique. Personne de nous ne ferait le procès ici au gouvernement en disant qu'il y a un statut particulier accordé aux régions du nord-ouest et du sud-ouest. Personne ici ne dira qu'on n'a pas apporté, ne serait-ce qu'au niveau politique. Bon, moi je ne sais pas ce que c'est que la politique parce que je suis la politique. Donc je regarde ça parfois peut-être avec d'autres, des yeux qui ne sont pas ceux que les acteurs peuvent regarder, parce qu'un acteur politique est différent de moi qui apporte ma voix de vote à quelqu'un. Peut-être qu'ils ont d'autres informations que nous n'avons pas, mais sur le plan managérial, on peut tout de même dire peut-être que le maximum n'est pas encore fait. C'est pour ça qu'au quotidien, nous tous nous devons travailler pour arriver à ces solutions, parce que si vous avez un participant parti de Boya ou de Bamenda pour ici et qui va vous dire qu'aujourd'hui je ne peux pas rentrer chez moi parce qu'on a barré la route, on a brûlé même ma maison, on a brûlé mon bureau, prenons le bureau pour qu'on comprenne, on a brûlé le bureau, donc s'il repart c'est pour travailler où il n'a plus, son objet de manipulation n'existe plus. Et la solution que l'État peut donner, c'est d'abord, bon, dans ce cas-là, on essaie de voir quels sont les problèmes. Je me dis quels sont les problèmes, on s'assoit en cause. Entre nous, il y a eu de grands dialogues. Mais si ces solutions ne sont pas suffisantes, il est important d'analyser toutes les voies, vraiment toutes les voies qui peuvent conduire vers une paix durable et une paix plus stable. Et nous savons que nous en sommes capables. Ce n'est que la volonté des hommes, parfois. Donc, je pense que s'attaquer au problème à la racine serait vraiment la meilleure des solutions et faire même en sorte qu'il n'arrive pas. Et même, c'est pour ça que nous avons parlé de développement. N'oubliez pas l'aspect développement. N'oubliez pas, moi je suis, si on laisse même ces régions du nord-ouest et du sud-ouest, si on vous dit qu'il y a une bibliothèque à Zamangwe, que vous devez aller dans cette zone-là, vous savez que Yaoundé 7 n'a pas de route, une seule route. Une seule route. Mais vous pouvez faire le procès aux dirigeants et dire que le maire de cette zone est le maire des présidents des villes et communes du Cameroun. Et vous voyez, ça pose problème parce que si nous avons un patrimoine à valoriser, c'est pour ça qu'on a dit qu'il y a l'action des acteurs, mais il y a également l'action même des professionnels. Ce sont des actions donc finalement combinées. Georges Boulouba, je viens de la RDC.
Ce n'est pas une question, une petite contribution. Je voudrais ici aborder le problème de ce qu'on a déploré là, avec Hollande. Il a demandé qu'on puisse rattraper. Le principe est acquis. Oui. Il en est de même pour mon pays avec la Belgique. La Belgique, oui, tout à fait. Avec des Buren, n'est-ce pas? Le rapatriement de nos biens culturels du fait de la colonisation, c'est une très bonne chose. C'est excellent. Mais il y a un préalable. Exact. Est-ce que nous sommes équipés à recevoir nos biens qui ont été volés, entre guillemets? Est-ce que nous sommes prêts à les recevoir? Est-ce que nous avons des structures d'accueil? Ici se pose un problème capital en ce qui concerne les structures. Nous, les spécialistes de la matière, lorsqu'il y a un projet de construction de bibliothèque, on ne va pas vous consulter. On vous montre un plan tout fait. Mais on ne sait pas le magasin. Où sera-t-il? L'équipement, les acquisitions, c'est toi où? Le catalogage, etc. En fait, il y a un problème capital sur le d'intérêt au départ. Parce que le politique voit avant tout les intérêts, l'argent. Vous avez parlé ici de conflits identitaires. Ici, il y en a. Au Congo-Brazzaville, il y en a. Chez moi, dans mon pays, il y en a. Vous avez suivi la loi Tchani, c'est au niveau de la nation, chez les députés. Donc, je voudrais revenir ici, au préalable, c'est les équipements pour accueillir nos biens qui ont été volés là. Mon point de vue, c'est de ne pas rapatrier presto ce bien. En attendant les structures d'accueil, il faut qu'on trouve un mode vivendi pour que le produit, n'est-ce pas, de nos œuvres, quand il y a des visites, des riverains, etc., qu'il y ait un pourcentage que l'on puisse céder à nos pays respectifs, et ça pourrait nous permettre de nous organiser pour pouvoir construire l'espace de d'accueil. C'était une observation. Pour pouvoir contribuer à cette discussion. Voilà. Et puis, assez rapidement, vous voyez ce qui s'est passé à l'Est, chez nous. Il y a quelqu'un dans le document que vous avez envoyé, vous avez parlé de la ville. Vous savez pourquoi à l'Est ça continue? Les militaires. C'est deux sachets. Comment voulez-vous qu'on vous déclare 21 000 hommes de troupes, mais entre-temps, on ne paye que 5 000 ou 6 000, etc. Là, c'est l'argent à où? Entre-temps, les hauts gradés, vous voyez les bâtiments pour les champignons, ils ont un salaire de bas de $100 officiellement. Mais c'est scandaleux. Bon, voilà, c'était. Alors, je vais tout de même faire un petit commentaire sur la situation de votre patrimoine culturel, mais c'est un commentaire personnel, pas un commentaire des scientifiques, pour dire que j'ai l'impression que vous avez suivi, vous suivez un peu, vous voulez vous arriver à la position de la Belgique sur cette question, parce que c'est eux qui nous disent ça. C'est eux qui ont dit, oui, nous sommes prêts à rapatrier ce patrimoine. Moi, je suis cette histoire tous les jours. Il faut que puis vous en rassurer tous les jours sur le patrimoine populaire. Parce qu'ils disent qu'on a près de 3000 statues, ceci, on a déjà identifié quelques 200, mais les autres, on ne sait pas. Mais quand ils sont venus, par exemple, ils n'ont pas pris ça dehors, ils ne pleuvaient pas dessus. Qu'ils nous remettent d'abord notre patrimoine et nous allons construire après. C'est pour nous. Ils ne nous donnent pas les conditions. Quand ils prenaient, on n'a pas donné de conditions. Vous comprenez, ça c'est mon point de vue personnel. On n'a pas besoin de construire tout ce qu'ils veulent là pour dire qu'il faut que ce soit comme en Belgique, il faut qu'il y ait l'étage, le sous-sol, ceci. Non, c'est notre patrimoine. Ils sont venus prendre ça dans nos chefferies. Ça peut rentrer d'abord dans nos chefferies avant qu'on ne rende ça patrimoine national, qu'on trouve l'espace. Et il y aura l'espace si ça devrait rentrer, même dans un mois, je vous assure. Je vais revenir sur ce que le professeur a dit, mais je vais plutôt renchérir avec l'exemple du Bénin. Aujourd'hui, le Bénin s'est préparé à recevoir ces biens. Il y a une stratégie qui a été mise en place. Parce que c'est bien beau, rapatrions
Voyons, si le bras d'une statue se casse, combien sont formés à la restauration? On n'a pas de professionnels. Il n'y en a pas. C'est beau de voir, sauf que ça a un coût pour entretenir. Lorsqu'il y a une fissure, il faut arranger. Lorsque ça se dégrade, il faut restaurer. Ça demande des compétences, et des grosses compétences. J'ai vu, c'est un assemblage, non pas, je ne peux pas dire, c'est une convergence de compétences, que ce soit la chimie, que ce soit... C'est énorme. Le Bénin est allé jusqu'à créer une école de restauration. Une école de restauration. Alors, prenons simplement le cas de la festival. Il n'y a pas d'école de restauration. Supposons que c'est un bon débat. J'aime bien ce type de débat. Lui, il a dit on n'a pas pris ça dehors. Voilà. Mais vous avez engagé ce plaidoyer. Est-ce que vous êtes prêts? Il faut consulter ça pour apprêter cette institution. Il faut former des gens. Vous savez quelle est la compétence d'un conservateur de musée? Ça vient d'abord. Je voudrais revenir sur l'action sur les causes. Oui. Parce que tout à l'heure, là, j'aurais bien voulu que vous essayiez un peu de vous étendre dessus, pour qu'on essaie de comprendre. Parce que moi, personnellement, je veux comprendre qu'est-ce qui motive ces agitateurs-là à cibler le patrimoine documentaire. Parce que c'est ce que vous avez contourné la question. Et maintenant, au niveau de la proposition, parce que je vois que la corruption est également un autre problème à côté de la démocratie. Oui, j'ai déjà cité dans mon texte. Donc, je voudrais un peu que, parce que c'est un problème, on appelle ça, c'est un malaise documentaire. Parce que ça ne s'explique pas, ça ne se comprend pas. Mais comment, quand il y a un problème, ce n'est que là. C'est vrai que je vais revenir sur l'autre volet de la question avec quand le professeur va aborder. D'accord. Donc, je vous remercie. Okay. Je vous ai dit de manière simple qu'en cas de conflit, ce n'est pas uniquement le patrimoine documentaire qui est visé. Vous êtes sans ignorer que en cas de conflit, si on prend, revenons toujours au cas qui est celui du Cameroun, c'est-à-dire que si on a brûlé un hôpital avec des documents, si on a brûlé une sous-préfecture, parfois on a trouvé un préfet qu'on a brûlé, parfois on l'a décapité. Et puis on va même vous dire qu'en termes de conservation et préservation du patrimoine documentaire, ce qui est fondamental à préserver et à sauvegarder avant, c'est le capital humain. C'est le capital humain. Parce que si vous sauvez un homme, lui il est capable de sauver le patrimoine documentaire. Donc, vous voyez que tant que nous ne pouvons pas, à ce niveau-là, si nous devons agir, nous devons d'abord agir sur le capital humain et faire en sorte que l'action ou les causes ne soient pas très... C'est pour ça qu'on a parlé de paix, de démocratie et d'autres. C'est vrai, l'aspect corruption, je l'avais très bien perçu. Et bon, en envoyant mon support peut-être à M. Tamo, vous allez voir que cet aspect apparaît à l'intérieur. Donc, si vous avez préservé le capital humain, vous êtes sûr que le capital documentaire n'est pas visé. C'est parce que le capital humain lui-même est attaqué. Et c'est parce que le capital humain est parfois en désaccord avec lui-même ou avec son entourage qu'on arrive à toucher au patrimoine documentaire. Voilà ce que je pouvais apporter. Donc c'est pas toujours... La première cible n'est vraiment pas le... C'est parce qu'on s'attaque à un système. On s'attaque à un système, on s'attaque à la manière de faire des gens. On est opposé. C'est pour ça qu'il était intéressant de définir la notion de conflit. Parce que on ne peut pas seulement regarder le conflit comme étant un conflit armé. Le conflit peut être un désaccord. C'est-à-dire que quand nous regardons les débats du dimanche, c'est un conflit d'idées qui se déroule là. Vous voyez donc qu'à partir de ce moment, si vous n'êtes pas fin, il peut y avoir de la désinformation dans ce que l'autre dit. Et vous allez céder, on va vous dire, bon, j'ai pas envie de parler des vaccins pour ne pas être pour ou contre, je préfère éviter la question.
parce que ça pourrait nous amener encore loin. Bref, ce que je voudrais dire, c'est qu'à partir des idées même de ces débats-là, vous savez très bien qu'on dit en communication, et vous êtes bien placé pour le savoir, parce que vous avez fait une école de communication, que du débat jaillit la vérité. Donc, il faut être très fort quand vous écoutez des gens discuter entre eux pour savoir que non, voici celui qui va dans le sens de la vérité, voilà l'autre. À mon sens, il s'agit dans les conflits de plus préserver et conserver le patrimoine humain. Avec la stabilité du patrimoine humain, vous avez la pérennité du patrimoine documentaire.